Le Québec duplessiste 1936-1959. Maurice Duplessis a certainement été le plus grand premier ministre de la province de Québec. L'époque où il a gouverné constitue une espèce d'âge d'or de la société canadienne-française. Le Canada français des années 50 alliait dans un très bel équilibre le progrès de la modernité économique avec les traditions culturelles catholiques canadiennes-françaises. Le duplessisme occupe une très grande place dans nos livres d'histoire. Il y a une nette légende noire sur Duplessis. On peut dire que c'est encore aujourd'hui la thèse officielle, quoique elle commence à être remise un peu en question par certains historiens. Et à l'inverse, il y a eu quelques historiens comme Robert Humillier et Conrad Black qui ont tracé une légende dorée de Duplessis. En fait, dépendant si nous sommes de droite ou de gauche, nous allons ou bien pourfendre Maurice Duplessis ou bien l'aduler. Nous allons essayer dans notre conférence de porter un regard un peu plus objectif sur Duplessis et de voir les forces et les faiblesses de son régime. Parlons d'abord de la famille de Duplessis. Maurice Duplessis est né à Trois-Rivières en 1890. Son père était Néré Duplessis, c'était un homme politique qui a été député conservateur provincial de 1886 à 1904. Par la suite, il va être nommé juge à la Cour supérieure pour le district de Trois-Rivières. Néré Duplessis était dans le sillage idéologique de Monseigneur Laflèche. Il a même été conseiller juridique de l'évêché de Trois-Rivières, donc c'était un bon ultramontain. Cette influence ultramontaine va marquer la jeunesse de Maurice Duplessis. Très jeune, Duplessis sortait de sa chambre et se cachait sous les escaliers dans la maison familiale pour écouter les conversations politiques que son père avait, soit avec Monseigneur Laflèche ou avec d'autres personnalités du Parti conservateur de l'époque. En fait, toute la famille de Duplessis est liée à la politique. Et pas rien que du côté des conservateurs, mais également du côté des libéraux. Par exemple, au début du siècle, à l'époque de Wilfrid Laurier, c'est un certain Jacques Bureau qui est député libéral fédéral de Trois-Rivières. Il va également être ministre dans le cabinet de Laurier. Alors, ce Jacques Bureau contrôlait toute la politique dans la région de Trois-Rivières, fédérale, provinciale, municipale. On l'appelait le boss de Trois-Rivières. Alors, c'était le gros rouge de la place. Or, la sœur de Maurice Duplessis va épouser le fils de Jacques Bureau. Alors, les clivages de parti n'empêchaient pas les unions familiales. De la même manière, Duplessis avait un oncle qui était un franco-ontarien et qui était député libéral en Ontario. Ça a même été un des chefs de file de la résistance ontarienne au règlement 17. Alors donc, Duplessis venait d'une espèce de famille d'aristocratie politique, si on peut dire. Il a fait ses études au collège Notre-Dame à Montréal, où il s'est lié d'amitié avec le frère André. À ce moment-là, le frère André était portier, donc il a coupé les cheveux à Maurice Duplessis. Il lui a aussi transmis sans doute la dévotion à Saint-Joseph, parce que Duplessis assistait à la messe tous les mercredis matins à la cathédrale de Québec, par dévotion à Saint-Joseph, et il faisait ses élections toujours aussi un mercredi. En fait, les grandes décisions qu'il avait à prendre dans sa carrière politique, il les prenait toujours le mercredi. Ensuite, Duplessis va terminer ses études au séminaire de Trois-Rivières. Il va faire des études de droit à l'université Laval à Montréal. À ce moment-là, l'université de Montréal n'est pas encore distincte de l'université Laval. C'est la succursale montréalaise de l'université Laval. Il est reçu avocat en 1913. Il a très tôt développé deux passions, une pour la politique et une autre qui était malheureusement un peu moins noble pour l'alcool. En effet, Duplessis, dans la première moitié de sa vie, va avoir de sérieux problèmes avec la consommation d'alcool. C'était un homme de culture, malgré la légende. On a souvent dit que Duplessis se vantait de n'avoir jamais ouvert un livre à sa sortie du collège. Premièrement, c'est faux, il n'a jamais dit ça, c'est ses adversaires qui lui faisaient dire ça. Et la réalité est tout à fait différente. Duplessis était un grand passionné d'histoire et de littérature, notamment de Shakespeare. Il était également un grand amateur de peinture.
il va développer, il va acheter une collection de peintures qui est actuellement au Musée du Québec, à Québec. Et il aimait surtout les impressionnistes, notamment Renoir. Duplessis était également un grand amateur d'opéra. Donc, même s'il prenait dans ses discours une allure très populiste, une allure parfois un peu paysanne, en réalité, Duplessis avait quelque chose d'aristocratique. Ses modèles politiques sont Abraham Lincoln, le président des États-Unis, Louis-Hippolyte Lafontaine, le grand libérateur de la nation canadienne-française, et aussi nul autre que Sir Wilfrid Laurier. Alors, même s'il était libéral, c'est normal parce que Laurier a dominé la politique canadienne au moment où Duplessis était jeune. De la même manière qu'un peu plus tard, par exemple, Robert Bourassa va dire que son modèle politique, c'était Maurice Duplessis, parce que c'est lui qui l'a connu au moment où il était jeune. Duplessis, c'était la même chose, mais c'était pour Laurier. Duplessis va toujours rester célibataire, un peu comme son pendant canadien Mackenzie King, le premier ministre du Canada. Il a failli se marier jeune avec une certaine Augustine Delisle. Il était tombé en amour avec cette jeune fille, mais cette jeune fille de Trois-Rivières était une fille de marchand de charbon. Et comme Duplessis était un fils de juge, à cette époque-là, un fils de juge ne pouvait pas épouser une fille de marchand de charbon. Or, la famille a fait des pressions pour empêcher le mariage, notamment, paraît-il, certaines tantes à Duplessis ont joué un rôle là-dessus. Il va lui en tenir rancœur assez longtemps. Mais, quoi qu'il en soit, par la suite, Duplessis va décider de rester célibataire toute sa vie. Il n'était marié qu'avec la politique. Lorsqu'il est avocat à Trois-Rivières, il n'a pas une grosse clientèle. C'est pas la clientèle des riches compagnies, c'est plutôt les petites gens qu'il défend. Et à ce moment-là, il engage comme secrétaire Auréa Cloutier, une femme extraordinaire qui va le suivre toute sa vie et qui va être une de ses principales, enfin sinon son bras droit, sa principale collaboratrice. Elle-même, Auréa Cloutier, va être célibataire toute sa vie. Je pense que, tout comme son patron, les deux n'avaient qu'une seule passion, et c'était la politique. Effectivement, Duplessis entre en politique très jeune. Il est, par sa famille, lié au Parti conservateur et il va rester toujours attaché au bleu. Mais à ce moment-là, le Parti conservateur est à peu près balayé au Québec parce que il reste associé à la conscription qui a été imposée en 1917. Arthur Sauvé est le chef du Parti conservateur, mais même s'il avait certaines qualités, son parti était tellement faible que on disait que les libéraux s'arrangeaient pour ne pas présenter un candidat trop fort dans le comté d'Arthur Sauvé pour s'assurer qu'il y ait au moins à la Chambre un chef d'opposition. En effet, il y avait à peine 3 ou 4 députés conservateurs qui pouvaient se faire élire à ce moment-là. En 1923, Duplessis se présente pour la première fois sous l'étiquette conservatrice dans le comté de Trois-Rivières et il est battu. Cependant, il va être élu en 1927. Il fait son entrée à la Chambre et le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau, libéral, dit, après le premier discours de Duplessis, « Surveillez ce jeune homme, il ira loin ». En effet, Taschereau, qui était un fer-renard, savait identifier le talent politique. Et lorsqu'il voyait des talents politiques, il essayait de les récupérer pour le Parti libéral et surtout pour la puissante famille Taschereau qui dominait la province de Québec depuis une vingtaine d'années. À un certain moment donné, le jeune député Duplessis est invité à une réception à la résidence du lieutenant-gouverneur à Spencerwood, à Québec, et Louis-Alexandre Taschereau s'arrange pour lui présenter sa nièce. Il espérait établir un contact pour qu'éventuellement il y ait un mariage et que le Parti libéral puisse récupérer Duplessis. Mais ça n'a pas fonctionné. Pendant ce temps-là, Sauvé abandonne la chefferie du Parti conservateur et c'est Camillien Wood, le maire de Montréal, qui devient chef de l'opposition provinciale en 1928.
Oud n'était pas un politicien comme les autres. Il n'était pas dans le style de Duplessis, dans le style de Sauvé ou dans le style de Taschereau. C'était un homme du peuple qui faisait figure de populiste. On l'accusait même d'avoir un style très, très fascisant. En effet, il se promenait toujours avec une médaille qu'il avait reçue de Mussolini. Oud avait une très grande admiration pour Mussolini. Mais il n'aura pas tellement de succès, même si avec Oud, la politique va être un peu plus intéressante, les débats vont être un peu plus animés. En réalité, les résultats pour le Parti conservateur ne sont guère plus brillants. Aux élections de 1931, les libéraux de Taschereau remportent 79 comtés et le Parti conservateur de Oud 11. Donc finalement, Oud n'a pas fait meilleure figure que Arthur Sauvé. Oud est même défait dans son propre comté et en 1932, il est battu aux élections municipales. Il perd la mairie de Montréal. Donc, cette série de défaites fait en sorte qu'il doit quitter la direction du Parti conservateur provincial et il y a un congrès au leadership qui est tenu à Sherbrooke en 1933. À ce moment-là, le Parti conservateur adopte un programme. Nous sommes en pleine crise économique. La crise de 29 bat son plein, le chômage est très, très élevé, le capitalisme est remis en question au Canada comme partout ailleurs dans le monde. Alors, le Parti conservateur adopte un programme qui préconise la création d'un crédit agricole pour aider les cultivateurs qui ne peuvent à peu près jamais emprunter auprès des banques, préconise une politique d'électrification rurale, de municipalisation de l'électricité, une série de lois contre les trusts, parce que le thème commun pendant la crise, c'est de dénoncer les grandes compagnies, les trusts capitalistes. Le Parti conservateur va accepter le programme de pension de vieillesse qui a été mis sur pied par le gouvernement fédéral, préconise d'accorder aux accidentés du travail le choix de leur médecin, parce que avant c'était la compagnie qui choisissait le médecin pour un accidenté du travail, donc l'opinion n'était pas nécessairement toujours favorable à l'accidenté. Le Parti conservateur préconise également de remplacer le conseil législatif, c'est-à-dire la chambre haute provinciale, par un conseil économique, une espèce de chambre corporative. Alors on voit là les idées de corporatisme qui avaient été propagées notamment par l'encyclique de Pie XI, Quadragesimo Anno, qui commence à pénétrer au Québec. On prend position contre toute intervention de l'État dans le domaine scolaire et on veut également interdire aux ministres d'être membres de conseils d'administration de compagnies privées. Alors, ce programme est assez intéressant, mais le débat principal qui oppose les deux candidats à la chefferie, Maurice Duplessis et Onésime Gagnon, porte plutôt sur la question de l'indépendance ou de la subordination du Parti conservateur provincial au Parti conservateur fédéral. Onésime Gagnon est partisan d'un lien très fort entre l'aile québécoise et l'aile fédérale du Parti conservateur, alors que Duplessis préconise plus d'indépendance. Duplessis va l'emporter par 332 voix contre 214. Et par la suite, il va pousser l'idée d'indépendance du Parti conservateur encore plus loin, jusqu'à le séparer complètement du Parti conservateur fédéral et l'appeler d'un autre nom, Union nationale. La crise économique de 1929 a amené un bouillonnement idéologique considérable. Tout le monde pense que le capitalisme est mort, alors on regarde d'autres solutions. Certains se tournent vers le socialisme plus ou moins démocratique, comme par exemple le CCF, qui est fondé dans ces années-là. Certains optent pour la solution carrément communiste à la manière stalinienne. Certains, comme Adrien Arcan, se tournent vers le modèle fasciste. La tendance la plus forte, du moins dans les milieux intellectuels au Québec, c'est plutôt d'adhérer à la doctrine sociale de l'Église et plus particulièrement à l'encyclique Quadragesimo Anno, qui préconise de réformer le système économique sur le modèle du corporatisme. Les Jésuites élaborent en 1933 un programme de restauration sociale qui va dans cette ligne-là. Et à peu près tous les partis politiques vont s'inspirer du programme de restauration sociale des Jésuites.
Les jésuites préconisent le corporatisme, mais aussi le retour à la terre, parce que on considère qu'une des causes de la crise économique, c'est la trop grande concentration urbaine, et on pense que les gens sont plus libres économiquement s'ils sont à la campagne que s'ils sont à la ville. En tout cas, chose certaine, pendant la crise, les gens qui étaient à la campagne, au moins, pouvaient manger. Même s'il n'y avait pas beaucoup d'argent, ils pouvaient toujours manger, alors qu'à la ville, c'était la misère la plus noire. En 1934, il y a une scission dans le Parti libéral. Il y a un groupe de jeunes libéraux qui fonde l'Action libérale nationale, et ce groupe s'inspire beaucoup du programme de restauration sociale des Jésuites. Le chef de file de l'Action libérale nationale est Paul Gouin, fils de l'ancien premier ministre libéral Lomer Gouin. On trouve dans ce groupe également Philippe Hamel, un dentiste de Québec qui milite depuis des années en faveur de la nationalisation des industries hydroélectriques. Il y a Ernest Grégoire, maire de Québec et sympathisant des idées du Crédit social. Il y a également René Chaloux, qui est un autre Québécois et qui est plutôt, lui, un disciple du nationalisme de Lionel Groulx. L'Action libérale nationale est quelque chose d'assez complexe, d'assez bigarré. En fait, il y avait là-dedans des nationalistes de type catholique qui s'inspiraient un peu des mêmes idées que Lionel Groulx. Lionel Groulx a été un peu à l'origine du mouvement de l'Action libérale nationale. Mais à côté de ça, on trouve également des anciens libéraux qui sont plutôt de tendance socialiste et qui vont par la suite retourner au Parti libéral. Et on trouve finalement de purs opportunistes. En fait, dans l'Action libérale nationale, c'est un petit peu aussi les jeunes libéraux qui en veulent à la vieille clique de Taschereau. Il y a un peu un conflit de génération à l'intérieur même du Parti libéral. Tous ces gens-là n'étaient pas nécessairement des idéalistes. Par contre, leur chef de file, Paul Gouin, lui, était un intellectuel imbu de grandes idées. Le programme de l'Action nationale est le suivant. On veut la nationalisation d'hydroélectricité, la lutte contre les trusts, abolir les caisses électorales occultes. Alors, on accuse à ce moment-là le gouvernement Taschereau de corruption, de toutes sortes de manières. On veut favoriser la colonisation, le crédit agricole, l'électrification rurale, développer un programme d'assurance sociale, avoir une politique de planification économique par l'État. Donc, on veut sortir du libéralisme économique. Finalement, l'Action libérale nationale se rattache en général à la doctrine sociale de l'Église. Le gouvernement de Salazar du Portugal est considéré comme un modèle à suivre. Sauf que deux partis d'opposition, ça permet toujours au gouvernement de se faire réélire, du moins en système britannique. Alors, il fallait unir ces deux partis, et en 1935, il va y avoir une alliance entre Duplessis et Gouin. L'alliance est sur la base suivante. Il y a 90 comtés au Québec. L'Action libérale nationale va présenter 60 candidats, le Parti conservateur 30. Par contre, si l'Alliance gagne les élections, c'est Duplessis qui devient premier ministre et Gouin va choisir la majorité des ministres. Aux élections de 1935, le Parti libéral du Québec va se faire réélire, mais par la peau des dents. Il obtient 48 députés, 48 comtés, alors que l'Action libérale nationale en a 26 et le Parti conservateur 16. Donc 48 libéraux, 42 oppositionnistes. Gouin est élu député de l'Assomption et il va y avoir à ce moment-là une lutte d'influence entre Gouin et Duplessis pour savoir lequel des deux va s'imposer comme chef de cette alliance qu'on appelle déjà Union nationale. Celui qui va l'emporter, c'est Maurice Duplessis. Duplessis était définitivement un meilleur politicien que Paul Gouin. Paul Gouin était un grand idéaliste, c'était un homme de culture, un homme de principe, mais il savait mal comment s'attacher des gens en politique. Quand un organisateur ou un député allait voir Paul Gouin lui offrait un livre. Alors que quand quelqu'un allait voir Duplessis lui offrait un verre de gin. Alors, inutile de dire que
La deuxième méthode l'emportait un peu plus que la première. Paul Gouin, quand il invitait quelqu'un au restaurant, il ne payait jamais la note, alors que Duplessis payait la note des personnes qu'il invitait au restaurant. Et c'était d'autant plus choquant que Paul Gouin était très riche. Son père avait bâti une fortune et tout ça. Alors quand on voit quelqu'un qui est riche, puis qui en plus est très pingre, ça ne le rend pas tellement sympathique. En plus, Paul Gouin était plutôt neurasthénique. Il était très hésitant. Il y avait des périodes de dépression. Il ne savait pas trop si qu'est-ce qu'il devait faire. Aux élections de 36, il va hésiter à reposer sa candidature dans le comté de l'Assomption. Il va tellement hésiter qu'il attend la dernière minute. Et finalement, en dernière minute, il décide de y aller. Il part de Montréal en voiture, se dirige vers l'Assomption pour déposer sa candidature. Et il arrive 1 heure après la fermeture des bureaux. Alors, vous voyez le genre d'individu qu'était Paul Gouin. Définitivement, il n'avait pas le calibre pour diriger un pays, un parti, et encore moins une province. Et ça va être assez facile pour Duplessis de se rattacher finalement tous les députés de l'Action libérale nationale. En 1936, Duplessis convoque le comité des comptes publics. Alors ça, c'était un comité spécial de la Chambre qui devait enquêter sur la gestion des comptes publics, là, la gestion du budget. C'était un comité un peu factice. En fait, ça faisait 10 ans qu'il n'avait jamais été convoqué. Mais là, Duplessis décide de le faire pour enquêter de manière très systématique sur la manière dont le gouvernement Taschereau administrait les fonds publics. Alors, différents scandales vont être mis à jour à l'occasion de cette enquête. On va découvrir, entre autres, que Charles Langteau, qui était le bras droit du premier ministre Taschereau, qui était le principal avocat du gouvernement, était pris dans une série de conflits d'intérêts. Il était lui-même membre de conseils d'administration de compagnies qu'il devait, en tant que procureur général, poursuivre devant les tribunaux. On a constaté également que ses comptes de dépenses étaient très larges. Bref, Charles Langteau est un peu le visage sombre du régime Taschereau. On va découvrir également une autre chose relativement à Antoine Taschereau, le frère du premier ministre. Lui, c'était un comptable et il était en charge d'administrer, entre autres, tout le budget de l'Assemblée législative. Donc, tous les salaires des députés, tous les salaires du personnel de l'Assemblée législative, c'est lui qui gérait ça. Or, Antoine Taschereau changeait toujours le compte de banque de l'Assemblée législative parce qu'il mettait toujours ça dans la succursale où son fils était gérant. Alors, même si l'Assemblée législative était à Québec, des fois, il allait à Saint-Pacôme, d'autres fois, il allait à Donnacona pour finalement donner à la succursale bancaire de son fils une plus grosse masse d'argent à administrer. Bon, il disait, c'est normal qu'un père encourage son garçon. Ça passe encore, mais ce qui a un peu plus mal passé, c'est lorsqu'on a découvert que l'intérêt de cet argent-là ne retournait pas à la province de Québec, mais allait directement dans les poches d'Antoine Taschereau. Alors là, il disait, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est de même depuis le début de la Confédération. C'était ça qui était son excuse. Mais ça l'a vraiment donné un coup à Louis-Alexandre Taschereau parce que ça donnait l'impression que sa famille profitait de manière honteuse des prébendes de l'État. On a découvert également toutes sortes de scandales au niveau du ministère de la colonisation. Le ministre de la colonisation était alors Irénée Vautrin. C'était un homme honnête. C'était d'ailleurs lui qui a pour la première fois mis sur pied un plan d'aide à la colonisation. Avant, l'État n'aidait pas du tout la colonisation. Il n'y avait que les hommes d'Église qui leur venaient en aide. Mais n'empêche qu'on a découvert que il utilisait, entre autres, la voiture officielle du gouvernement pour aller jouer au golf, pour aller en vacances, en fait. Alors, à un moment donné, Vautrin, pour montrer qu'il était honnête, avait répondu au comité des comptes publics que
Il dit, regardez comment je suis honnête. Il dit, à un moment donné, je me suis fait faire des breeches. Des breeches, c'est des espèces de gros pantalons de bûcherons que les bûcherons mettent pour aller dans le bois pour se protéger des branches et tout ça. Alors, il dit, et puis après, quand je n'ai plus besoin, je l'ai laissé au ministère de la colonisation. Il dit, je les ai pas gardés pour moi. Alors là, Duplessis a dit, ça me fait chaud au cœur de savoir que vous donnez vos culottes au gouvernement. Alors là, pendant toute la campagne électorale, par la suite, on a parlé des culottes à Vautrin. Il s'était fait ridiculiser de manière magistrale. En fait, toute l'enquête des comptes publics, c'est pas des gros scandales. Quand vous regardez ça, si vous comparez au scandale qu'il y a, par exemple, actuellement en France, en Italie, en Belgique, pensez par exemple à la question du scandale du sang contaminé en France. Je veux dire, les petits comptes de dépenses de Charles Langteau, les culottes à Vautrin ou tout ça, c'est vraiment des picadilles. Mais il faut se remettre dans le contexte, c'est que Duplessis a utilisé cette enquête pour faire un excellent spectacle. Ce spectacle lui a permis de s'attacher tous les députés de l'Action libérale nationale, d'écarter son concurrent Paul Gouin et aussi de se présenter aux yeux de l'électorat comme étant un défenseur de la moralité publique. En tout cas, ça va avoir un effet assez important parce que là, les libéraux trouvent que Taschereau commence à leur nuire plus qu'autre chose. Et les libéraux, et surtout les libéraux fédéraux, à cette époque-là, entre le Parti libéral provincial et le Parti libéral fédéral, il n'y a pas la distinction qu'on trouve aujourd'hui. Alors, très souvent, le chef du Parti libéral provincial est choisi par les leaders du Parti libéral fédéral. Alors, à ce moment-là, on décide d'écarter Taschereau et c'est Adélard Godbout, le ministre de l'Agriculture, qui devient premier ministre le 11 juin 1936. Il déclenche immédiatement des élections. Alors, l'Action libérale nationale et le Parti conservateur du Québec se fusionnent en un seul parti qui prend le nom d'Union nationale. Aux élections de 1935, c'est encore deux partis avec deux caisses électorales, deux organisateurs en chef, deux partis qui s'entendaient pour se partager les comtés. Mais là, maintenant, il s'agit d'un seul et même parti. On décide de choisir un chef. Les députés choisissent un chef qui va être, évidemment, Maurice Duplessis. Se voyant isolé, Paul Gouin décide de se retirer de la politique. Philippe Hamel, le grand partisan de la nationalisation de l'hydroélectricité, décide d'embarquer avec Duplessis, mais lui fait signer une promesse à l'effet que, une fois au pouvoir, il était pour nationaliser les compagnies d'hydroélectricité. Les élections de 1936 sont très animées. C'est la vindicte populaire contre la corruption du régime Taschereau. L'Union nationale répand un document qu'on appelle le catéchisme des électeurs. C'était fait sur le modèle d'un petit catéchisme. Alors, on leur expliquait ce qu'était un trust, pourquoi que les trusts étaient mauvais, ce qu'était pourquoi le régime Taschereau était mauvais, etc. Alors, ça a eu un grand succès, de telle sorte que les résultats sont les suivants. L'Union nationale remporte 76 comtés, le Parti libéral 14, et Adélard Godbout est lui-même battu dans son comté de Lillet. La victoire de l'Union nationale soulève au Québec un enthousiasme considérable que l'on peut comparer à l'enthousiasme qu'a soulevé la victoire du Parti québécois en 1976. Certains d'entre vous se souviennent sans doute le soir du 15 novembre 1976, quand on allait dans les rues à Montréal, tout le monde fêtait, on était heureux de la victoire du PQ. C'était un peu la même chose en 1936. Les libéraux étaient au pouvoir depuis 40 ans et on était bien heureux qu'enfin on puisse se débarrasser de leur mainmise. Cet enthousiasme populaire s'est reflété notamment dans une chanson de la Bolduc. Je ne sais pas si vous saviez, mais la Bolduc était pour Duplessis. Alors, il y a une célèbre chanson de la Bolduc qui dit de l'ouvrage, il va y avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien laisser le temps au nouveau gouvernement. Alors, le nouveau gouvernement en question, c'était le gouvernement de l'Union nationale. Mais l'enthousiasme est moins fort du côté de la presse canadienne-anglaise qui crie au fascisme. En fait, on dit c'est scandaleux, Duplessis est un fasciste, on a pour la première fois un gouvernement fasciste au sein de l'Empire britannique. En fait, Duplessis ne sera jamais populaire
dans la presse canadienne-anglaise. Parlons maintenant du premier gouvernement Duplessis qui va de 1936 à 1939. La première des choses que Duplessis fait en arrivant au pouvoir, il trahit donc une de ses principales promesses de campagne électorale. Ça provoque la démission de Philippe Hamel et il y a également deux autres députés, Ernest Grégoire et un certain Ouellet, qui suivent. Il y a René Chaloux aussi. Donc, il y a 4 députés anciennement de l'Action libérale nationale qui démissionnent parce que Duplessis n'a pas respecté cette promesse. Une autre chose aussi qui avait déplu les gens, les nationalistes de l'Action libérale nationale, c'est que Duplessis avait nommé au Trésor, c'est-à-dire au ministère des Finances, Martin Fisher, un Anglais. Alors, depuis 1867, depuis la Confédération, il était convenu que c'était toujours un Anglais qui devait être ministre des Finances du Québec. Alors, ça montrait que la province de Québec était pas mal sous tutelle et que le seul gouvernement majoritairement canadien-français ne pouvait même pas contrôler ses propres finances. Alors Duplessis n'a pas voulu rompre avec cette tradition, n'a pas voulu affronter ou se mettre à dos la communauté anglo-québécoise. Mais n'empêche que Duplessis a quand même équitablement réparti son cabinet entre les anciens membres de l'Action libérale nationale et les anciens membres du Parti conservateur. Il y a 5 ALN et 6 PC dans son premier cabinet. Quelle est la doctrine de Maurice Duplessis? Elle peut se résumer ainsi. D'abord, il est un très grand défenseur de l'agriculture. Pour lui, l'agriculture est la base de la prospérité. Ça peut nous sembler un petit peu drôle aujourd'hui. Et d'ailleurs, certains historiens ont beaucoup reproché à Duplessis cette espèce de préférence pour l'agriculture. Mais il faut se remettre dans le contexte. En 1936, la majorité des gens, non seulement au Québec, mais même au Canada, aux États-Unis, la majorité des gens sont encore dans le monde rural. Alors, c'était normal, c'était logique à ce moment-là de considérer l'agriculture comme étant la base première de l'économie. Donc, l'agriculture, aussi la famille rurale et toutes les valeurs traditionnelles constituent pour Duplessis la base du Canada français. Donc, le crédit agricole va être la grande mesure de son premier gouvernement. Pour lui, le salut passe par la terre et le salut agricole passe par le crédit agricole. Duplessis était loin d'être hostile au progrès industriel, loin de là, mais il savait allier le progrès industriel avec les traditions rurales. Le gouvernement Duplessis va adopter beaucoup de réformes. En fait, quand on regarde le bilan législatif du premier gouvernement Duplessis, qui était là 3 ans, c'est quasiment plus considérable que les 15 autres années qu'il va passer au pouvoir après la guerre. Il a su s'entourer d'une très bonne équipe de fonctionnaires. Alors, parmi ces fonctionnaires-là, il y avait des gens comme Esdras Mainville, qui est un très grand économiste et qui va devenir directeur de l'École des hautes études commerciales. Il y avait Édouard Montpetit, il y avait Jean Bruchézy, il y avait... il y en avait plusieurs autres. Donc, quand on parle de l'équipe des fonctionnaires qui vont faire la Révolution tranquille dans les années 60, des gens comme Jacques Parizeau, comme Bélanger, comme Morin. Alors ces gens-là se sont bien pété les bretelles en disant qu'ils étaient la première équipe de hauts fonctionnaires compétents que la province de Québec avait eue. Alors c'est faux quand on regarde l'équipe de fonctionnaires que Duplessis avait en 1936. Elle est certainement équivalente, sinon même supérieure, à la bande d'intellectuels gauchistes qui va prendre les commandes de l'État au Québec en 1960. Alors, Duplessis adopte une loi sur le crédit agricole, il met sur pied l'Office d'électrification rurale, il permet aux accidentés du travail de choisir leur médecin, il crée un ministère de la Santé qu'il confie au docteur Albini Paquette, et que ce ministère de la Santé avait entre autres pour but de lutter contre le grave problème de la tuberculose. Parce que la tuberculose, dans les années 30, est probablement la principale
maladies là qu'il y a au Québec. Albénie Paquette va être un très grand ministre de la Santé. Tous les services publics de santé, d'hôpitaux vont se développer énormément sous sa gouverne. Alors, Duplessis accepte les pensions de vieillesse, le programme de pension de vieillesse qui avait été adopté par le gouvernement fédéral depuis 1927. Il adopte une loi d'aide aux mères nécessiteuses. C'est un peu le début de l'aide sociale. Ça a soulevé un petit peu des critiques de la part des historiens parce que l'aide aux mères nécessiteuses était coupée aux femmes qui vivaient en concubinage. Alors, vous voyez que les historiens modernes se sont scandalisés de ça en disant que Duplessis était intolérant, qu'il voulait imposer les valeurs catholiques à tout le monde. Et d'autant plus que très souvent, les fonctionnaires provinciaux s'informaient auprès des curés de paroisse pour savoir quelles étaient les femmes qui vivaient en concubinage dans leur paroisse. Alors là, la collaboration entre l'État fasciste Duplessis et l'obscurantisme clérical de l'Église, vous pouvez imaginer tout ce qu'on a dit à ce sujet-là dans les livres d'histoire. Mais en réalité, c'était assez logique. On voulait aider les femmes seules, les femmes qui n'avaient pas de mari ou qui étaient veuves. Alors c'était des mères nécessiteuses. Une femme qui vivait en concubinage avec un autre homme, c'est pas tellement qu'on voulait la punir, mais c'est qu'on se disait, l'autre homme est capable de la faire vivre et on n'a pas à la soutenir. D'autre part, demander au curé l'aide pour identifier les femmes en question. Est-ce que c'est tellement pire que les actuels fonctionnaires qui font des enquêtes à ce sujet-là, ce qu'on a appelé les boubous macoutes? Alors, Alors, le fascisme bureaucratique se perdure encore aujourd'hui. Alors, donc quand on parle du gouvernement Duplessis dans les livres d'histoire, très souvent, on ne remet pas les choses dans leur contexte et on lance des accusations qui, en fait, tombent comme des châteaux de cartes lorsque on analyse de plus près la situation. Duplessis a également adopté une loi qui affirmait la primauté du texte français sur le texte anglais des lois. En cas de conflit entre le texte français et le texte anglais, c'est le texte français qui devait avoir préséance devant les tribunaux. Ça, c'est une loi qui a plu énormément aux nationalistes, mais qui a déplu considérablement à la presse anglophone. Et cette loi a été adoptée en 1937 et retirée en 1938. Alors ça, c'est un petit point intéressant parce que on peut voir que Duplessis n'est pas nécessairement très nationaliste, du moins pas dans son premier mandat. Mais je reviendrai sur la question du nationalisme de Duplessis un peu plus tard. Duplessis adopte également une loi sur le salaire raisonnable, qu'on appelle aujourd'hui le salaire minimum. Cette loi a aidé les travailleurs qui n'étaient pas syndiqués, mais a déplu beaucoup aux syndicats. Parce que les syndicats, eux autres, ne sont pas intéressés à ce qu'il y ait un salaire minimum pour les non-syndiqués. Les syndicats sont intéressés à syndiquer le plus de gens possible. Alors donc, les syndicats ont dénoncé cette loi-là, mais en réalité, les travailleurs qui n'étaient pas syndiqués avaient aucune autre protection que ça. On a accusé Duplessis d'être très, très anti-syndical, mais en réalité, sous son premier gouvernement, il adopte une loi sur l'atelier fermé, c'est-à-dire une loi qui facilite la syndicalisation. Lorsqu'il y a un syndicat dans une usine, tous les travailleurs doivent obligatoirement faire partie de ce syndicat. Duplessis a également mis sur pied Radio-Québec. Mais Radio-Québec, dans ce temps-là, c'était pas un poste de télévision. Là, la télévision n'existe pas encore. C'était un poste de radio. Cependant, la loi va rester simplement sur papier. Il avait créé le cadre juridique pour créer un poste de radio provincial, mais en réalité, il ne le mettra jamais réellement sur pied. Sauf qu'il y avait là une volonté d'affirmer la présence provinciale dans le domaine de la radio,
un domaine qui était sous juridiction exclusivement fédérale. Il faut dire aussi que Duplessis et l'Union nationale étaient très rarement bien présentés par Radio-Canada, tant la radio que la télévision. D'ailleurs, Duplessis détestait tellement Radio-Canada que il va refuser pendant toute sa carrière de faire une entrevue à la télévision. Lorsque la télévision apparaît en 1952, Duplessis meurt en 1959. Donc, pendant 7 ans, il va être premier ministre du Québec et il va refuser de faire le moindre entrevue à la télévision. Il se méfiait trop de la bande de gauchistes et de libéraux qui contrôlaient Radio-Canada. Finalement, Duplessis adopte la loi du cadenas. Ça, c'est une des lois qui a soulevé le plus de protestations dans le premier mandat de Duplessis. Dans les années 30, le Parti communiste est très actif au Québec. Bon, c'est un parti marginal qui a peut-être pas plus que 5000 membres, mais il fait quand même beaucoup de propagande, et cette propagande est évidemment financée par Moscou. Alors, là, il y a un débat à savoir si la lutte contre le communisme est de juridiction fédérale ou de juridiction provinciale. Tout ce qui est de sécurité d'État, normalement, devrait être du gouvernement fédéral. Le droit criminel, c'est de juridiction fédérale. Donc, certains disaient la lutte contre le communisme est de juridiction fédérale. Mais pourtant, le ministre de la Justice à Ottawa, qui était Ernest Lapointe, a dit non, ça relève des procureurs généraux des provinces parce que c'est eux qui sont chargés de l'administration de la justice. Alors, vous voyez le fouillis que ça pouvait faire. Mais voyant ça, et surtout à la demande du cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, Duplessis décide d'adopter une loi qui va faciliter la lutte contre la propagande communiste. Alors, cette loi-là, on l'a appelée la loi du cadenas parce qu'elle permettait à la police de cadenasser pendant 1 an, c'est-à-dire de fermer pendant 1 an un local qui servait à faire de la propagande communiste. En fait, les communistes avaient habituellement beaucoup de difficultés à avoir des locaux pour faire leurs assemblées publiques. Ils pouvaient certainement pas faire ça dans les sous-sols d'église, du moins dans les années 30. Quand va arriver les années 50 et 60, là, ça va être assez facile pour les communistes d'utiliser les sous-sols d'église, mais dans les années 30, au Québec, c'était pas possible. Les salles paroissiales, les arénas municipaux, les salles communautaires leur étaient habituellement fermées, sauf que les communistes pouvaient toujours s'acheter des édifices pour faire leur propagande. Alors donc, comme on ne pouvait pas les empêcher d'être propriétaires, on pouvait à tout le moins fermer l'édifice s'il était prouvé que ça servait à de la propagande communiste. Cette loi-là va soulever un tollé de protestations au Canada anglais. On va accuser Duplessis de fascisme, on va qualifier la province de Québec de clérico-fasciste. Et finalement, la loi va être contestée devant les tribunaux et déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême du Canada, mais beaucoup plus tard, en fait en 1955. Sous son premier gouvernement, Duplessis a fait alliance, si l'on peut dire, avec le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec. Le cardinal Villeneuve était, à ce moment-là, le chef de file de l'épiscopat québécois. C'était un homme très conservateur et il s'est très bien entendu avec Duplessis. Je vous rappelle que dans le gouvernement précédent, le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau, il y avait eu toujours, peut-être pas des gros conflits, mais il y avait toujours des accrochages entre l'État et l'Église. Parce qu'il y avait dans le Parti libéral une aile anticléricale, une aile radicale, une aile liée à la franc-maçonnerie, qui cherchait toujours plus ou moins à laïciser la société québécoise. Mais dans l'Union nationale de Duplessis, il n'y a pas ça. Tout le monde est partisan de l'Église catholique. La collaboration, à un moment donné, va être assez poussée. Duplessis et Villeneuve vont s'entendre pour qu'il y ait un échange d'informations entre la police provinciale et le clergé sur la question des agitateurs communistes. Alors, les hommes d'Église étaient habituellement dans les milieux intellectuels, les milieux académiques. Alors donc, c'est là que se tenaient aussi les agitateurs communistes. Donc, ils étaient bien placés pour informer la police
de la propagande qui pouvait se faire. Mais l'Église était également intéressée à connaître les informations que la police avait sur les communistes pour éviter d'être elle-même infiltrée. Alors donc, il va y avoir un échange d'informations à ce niveau-là. En 1938, il y a à Québec un congrès eucharistique, un grand congrès eucharistique qui est présidé par le cardinal Villeneuve, qui reçoit pour l'occasion le titre de légat pontifical. Ça veut dire qu'à toute fin pratique, il était traité de la même manière que le pape, si le pape avait été présent à Québec. Et à cette occasion, Duplessis va s'approcher du cardinal Villeneuve, va se mettre à genoux devant lui et va lui offrir un anneau en signe de soumission de l'État à l'Église. Alors, c'était un geste strictement symbolique. Ça ne voulait pas dire que Duplessis se soumettait personnellement au cardinal Villeneuve. Duplessis ne se soumettait pas à grand monde. Mais ce que ça voulait dire, c'était qu'il reconnaissait le principe de la suprématie de l'Église sur l'État. Alors ça aussi, ça va soulever la colère de la presse canadienne-anglaise qui va dire c'est incroyable qu'un geste aussi archaïque, aussi moyenâgeux puisse se faire dans un dominion britannique, dans l'Empire britannique qui est si libéral, si tolérant, et surtout avec les protestants. Duplessis va également faire une alliance plus politique, celle-là, avec le premier ministre de l'Ontario, premier ministre libéral, Hepburn. À la fin des années 30, le gouvernement fédéral de Mackenzie King met sur pied une commission d'enquête qui s'appelle la commission Rowell-Sirois. La commission a pour but d'étudier l'avenir constitutionnel du Canada et de planifier pour l'avenir les grandes politiques que le pays doit prendre. Alors, on est encore dans la crise économique, on n'en est pas encore sorti, on va en sortir uniquement grâce à la relance que provoquera la guerre de 39. Mais le Canada, comme la plupart des pays occidentaux, se dirige vers une nouvelle politique économique, une politique qui s'inspire des thèses de John Maynard Keynes. Alors, le keynésianisme, la politique keynésienne qui préconise une intervention de l'État dans le processus économique et qui préconise également le développement de grandes politiques sociales. Alors, on appelle ça aussi l'État-providence ou, en anglais, le welfare state. Alors donc, pour mettre sur pied ce welfare state, le gouvernement fédéral a besoin de centraliser les pouvoirs politiques au Canada et plus particulièrement de centraliser les sources de revenus. La Constitution canadienne divisait l'impôt en deux. Les impôts directs, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, c'était provincial. Les impôts indirects, c'est-à-dire les taxes, c'était fédéral. Lorsque la Constitution est adoptée en 1867, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Donc, on donnait aux provinces un pouvoir qui était, à toute fin pratique, inexistant. Ce qui était payant à ce moment-là pour l'État, c'était les taxes sur les produits de luxe, comme le tabac, l'alcool, et aussi les douanes. C'était ça les deux principales sources de revenus du gouvernement, et ça, le fédéral se les réservait. Mais là, les choses changeaient. Maintenant, on voulait taxer directement les revenus, taxer directement les salaires. On l'avait fait pendant la Première Guerre mondiale comme mesure exceptionnelle de guerre, mais là, on pensait le faire sur une base permanente. Mais là, ça impliquait que le gouvernement fédéral devait envahir un champ de juridiction provinciale. Alors, Duplessis voyait venir ça et décide de s'y opposer. Il fait alliance avec Hepburn, le premier ministre de l'Ontario, et aussi Manning, le premier ministre du Crédit social de l'Alberta. Les autres provinces étaient plutôt favorables à la centralisation fédérale. Le fédéral voulait mettre sur pied un programme d'assurance chômage. Mais en vertu de la Constitution de 1867, le domaine des assurances relève des provinces. Alors, le programme, la loi qui créait l'assurance chômage fédérale avait été déclarée inconstitutionnelle par les tribunaux. Donc, il fallait modifier l'acte de l'Amérique du Nord britannique pour établir un programme d'assurance chômage. Duplessis s'y est opposé énergiquement.
il était bien prêt à mettre sur pied un programme d'assurance chômage, mais à condition qu'il soit provincial. Finalement, l'amendement va être accepté, mais non pas par Duplessis, mais par Godbout, qui va lui succéder par la suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore, l'assurance chômage, c'est de juridiction fédérale, alors que toutes les autres assurances sont de juridiction provinciale. Il y a quelque chose d'illogique là dans le partage des pouvoirs constitutionnels. Le fédéral voulait également se réserver tout impôt sur les revenus et les successions et contrôler le pouvoir d'emprunt des provinces. Duplessis répond à ça que l'autonomie provinciale nécessite l'autonomie financière. Les gens qui vont être les plus favorables à la centralisation fédérale vont être les gens de gauche. En fait, il y a une drôle d'alliance qui se fait au Canada anglais entre deux sentiments. Entre le vieux sentiment raciste anti-français, des Anglais impérialistes qu'on connaît bien, et un nouveau sentiment qui est un sentiment progressiste. Alors, curieusement, dans le discours anti-duplessiste qui s'échafaude au Canada anglais, il y a un mélange de ces deux tendances-là. On veut que le Québec soit subordonné à Ottawa parce que, dans le fond, on se dit, ces Français catholiques-là, c'est bien évident qu'ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Si on leur donne trop de pouvoir, ça va être pour établir un régime clérico-fasciste. Et cette manière de penser, qui vient du Canada anglais, va être reprise par les intellectuels québécois anti-duplessistes, et notamment par celui qui est certainement le plus célèbre d'entre eux, Pierre Elliott Trudeau. 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment-là, le gouvernement fédéral adopte des mesures d'urgence et parmi ces mesures, il y a une commission qui doit approuver tout emprunt qui est fait par un gouvernement provincial ou par un gouvernement municipal. En fait, le gouvernement canadien veut contrôler toutes les possibilités de crédit dans le pays pour que le plus d'argent possible soit consacré à l'effort de guerre. Alors, c'était une atteinte directe à l'autonomie provinciale et, en toute fin pratique, ça subordonnait le budget provincial à des décisions qui étaient prises à Ottawa. Alors, Duplessis décide de prendre ses adversaires par surprise et déclenche des élections anticipées, en se disant qu'il va bénéficier de deux thèmes populaires. D'abord, l'idée qu'il faut défendre l'autonomie financière de la province de Québec, et deuxièmement, il veut récupérer à son profit le sentiment anticonscriptionniste des Canadiens français. Parce que la guerre, évidemment, était pour amener la conscription, comme elle l'avait fait en 1917. Or, les Québécois sont tout aussi hostiles à la conscription, tout aussi hostiles à l'idée d'aller se battre pour sauver l'Angleterre, qu'ils l'étaient lors de la Première Guerre mondiale. Mais à ce moment-là, les libéraux fédéraux décident d'entrer dans la bataille. Il faut dire qu'Adélard Godbout n'était pas un chef politique très, très charismatique. Il ne faisait pas le poids face à Duplessis. Alors à ce moment-là, c'est le lieutenant québécois de Mackenzie King qui était Ernest Lapointe. Il était ministre de la Justice. Il était quasiment co-premier ministre du Canada. Et Ernest Lapointe était un homme politique de très grande envergure. Il était très populaire et il était capable de tenir tête à un rude batailleur comme Maurice Duplessis. Alors, Ernest Lapointe va rentrer en campagne pour dénoncer, disait-il, l'union nazi-onale. Alors là, il va y avoir un jeu d'amalgame qui va être fait. Être pour Duplessis, c'est être pour Hitler, c'est être contre l'Angleterre, c'est être traître au Canada. Alors donc, il y avait toute cette campagne qui est faite par les libéraux provinciaux et fédéraux. Mais en même temps, Ernest Lapointe dit, pour éviter la conscription, il faut qu'on ait des hommes politiques forts à Ottawa. Les libéraux, pendant tout l'entre-deux-guerres, s'étaient fait élire en disant, c'est les conservateurs qui nous ont imposé la conscription en 17, plus jamais la conscription. Alors, c'était ça qui était leur principal thème pendant toutes les campagnes électorales des années 20 et des années 30. Maintenant, le Canada est en guerre et c'est les libéraux qui sont au pouvoir. Alors, ils maintiennent leur promesse de ne pas imposer la conscription
Ils disent cependant, il est impossible pour nous de collaborer avec le gouvernement Duplessis. Si les Québécois élisent Duplessis, nous, on va être obligés de démissionner. Et à ce moment-là, les conservateurs vont prendre le pouvoir, ils vont vous imposer la conscription. Alors, l'argument semble avoir porté, puisque l'Union nationale va perdre les élections de 1939. Je ne pense pas que c'était le seul facteur qui explique la défaite de Duplessis. Son gouvernement de 36 à 39 a été, il faut bien le dire, assez chaotique. Duplessis contrôlait mal ses ministres. Duplessis, bon, je vous avais expliqué qu'il y avait un sérieux problème d'alcool et il n'y avait pas le leadership nécessairement qu'il va avoir par la suite. Alors, il y avait une certaine carence au niveau de la compétence administrative et je pense que l'électorat l'a probablement senti. Bon, faut pas oublier aussi que la grosse machine électorale du Parti libéral restait encore très forte et ça va jouer un grand rôle dans la victoire de Godbout. Alors, toujours est-il que le résultat est le suivant. Les libéraux ont 69 députés, l'Union nationale 14, il y a 2 indépendants qui se font élire. À la suite du retour au pouvoir de Godbout, le cardinal Villeneuve se réjouit. Alors ça, c'est très curieux parce que le cardinal Villeneuve, qui fonctionnait main dans la main avec Duplessis, maintenant change de côté et dit que la victoire libérale va sauver la démocratie, va permettre de lutter contre la tyrannie d'Hitler et tout ça. C'est que Villeneuve est en train de jouer un jeu assez curieux. Il va approuver la conscription. Il va être le seul évêque au Québec qui va le faire. Il va se brûler politiquement à cause de ça, mais il va le faire. En fait, lui, probablement que sa stratégie était la suivante, c'est qu'il se disait, ça prend quand même, de toute façon, qu'on veuille pas, on va l'avoir la conscription. On est près des États-Unis, on est dans l'Empire britannique, on est embarqué dans cette guerre-là. Et si on s'oppose trop à la participation, on se met tout le Canada anglais à dos. Alors donc, lui, il voulait sans doute jouer une espèce de rôle d'intermédiaire entre les Canadiens anglais impérialistes et le Québec pour après la guerre. Bon, Lionel Groulx, qui était avant un grand ami du cardinal Villeneuve, va lui reprocher beaucoup cette prise de position. Pendant la Première Guerre mondiale, Monseigneur Bruchézy, archevêque de Montréal, avait pris position ou avait fait confiance au gouvernement qui lui avait dit qu'il n'y aurait pas de conscription et avait approuvé la loi de l'enregistrement obligatoire. Alors, à quoi ça servait d'enregistrer tout le monde si c'était pas pour éventuellement appliquer la conscription? On se le demande. Mais Bruchézy s'était fait carrément berner. Les autres évêques avaient été beaucoup plus prudents à ce moment-là. Et Bruchézy en est tombé malade. Il va finir à Saint-Jean-de-Dieu. Donc, les autres évêques se rappelaient de l'exemple de Bruchézy et ne voulaient pas embarquer dans une campagne conscriptionniste, mais le cardinal Villeneuve, lui, va adopter une position tout à fait contraire. À un moment donné, il va y avoir un grand défilé de la Fête Dieu, un grand défilé comme on en faisait dans ce temps-là, à Québec en 1940. Ceux qui ont vu le film Les Ploufs, cette scène-là est bien représentée dans le film. Alors tout le monde défile et le défilé se termine par un discours, plutôt un sermon du cardinal Villeneuve, un sermon qui était plutôt un discours politique. Et le cardinal Villeneuve fait une sortie contre la barbarie nazie, la barbarie fasciste, la nécessité de défendre la démocratie. Bref, les gens comprennent qu'il appuie la conscription et ils éteignent toutes leur petit flambeau de procession et rentrent chez eux. Alors le cardinal Villeneuve s'était pas fait beaucoup d'amis en prenant cette position. Le gouvernement Godbout ne défendra absolument pas l'autonomie provinciale. En fait, il va céder à Ottawa tout ce qu'Ottawa demande. Le gouvernement il accepte l'amendement à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique qui permet de créer le programme d'assurance chômage et il permet au fédéral de taxer dans tous les domaines
d'impôts sur le revenu, toutes les taxes. Le fédéral impose, par exemple, des taxes sur l'essence qui étaient de juridiction provinciale. Alors bref, il cède dans tous les domaines. À un moment donné, Godbout a même dit « J'irais cirer les bottes des soldats canadiens en Angleterre si Mackenzie King me le demandait. » Alors, comme si c'était le rôle d'un premier ministre du Québec d'aller cirer les bottes des soldats. Bon, c'était un excès de langage, là, à un moment donné, dans l'enthousiasme. Faut dire que Godbout aussi était fort sur le gin, là, peut-être que ça a joué. Mais dans l'enthousiasme d'une assemblée électorale très échauffée, peut-être qu'il a dit ça, mais ça l'a ruiné, je veux dire, sa carrière politique, cette déclaration-là, d'autant plus que ça allait tout à fait dans le sens de sa politique. En termes de politique intérieure, si on peut dire, le gouvernement Godbout va être très progressiste. On pourrait même dire que c'est le premier gouvernement de gauche que l'on a au Québec depuis la Confédération. Il accorde en 1940 le droit de vote aux femmes. Il adopte une loi sur l'instruction obligatoire en 1943. Alors, c'était deux mesures que l'Église avait combattues depuis très très longtemps. Je ne veux pas rentrer dans cette question, savoir pourquoi les évêques s'opposaient au droit de vote des femmes et à l'instruction obligatoire. Ce serait matière d'une conférence en soi, mais en fait retenez seulement que Godbout donne satisfaction à deux revendications qui étaient soutenues par l'aile gauche du Parti libéral depuis très longtemps. Il décide de nationaliser certaines compagnies hydroélectriques, donc il crée l'Hydro-Québec. C'était pas à ce moment-là le monopole comme aujourd'hui, mais il y avait deux importantes compagnies, la Montreal Light, Heat and Power et la Beauharnois Power qui sont nationalisées. Il met sur pied un plan d'assurance maladie et dans son gouvernement, il y a un personnage qui s'appelle T.D. Bouchard qui joue un rôle considérable. Alors, T.D. Bouchard était officiellement et ouvertement le porte-parole de l'aile anticléricale du Parti libéral. Alors, c'était quelqu'un qui inquiétait beaucoup les milieux ecclésiastiques et il devient un ministre important sous Godbout. D'ailleurs, pendant le premier gouvernement du Plessis, là, de 36 à 39, comme Godbout n'était pas député, c'est T.D. Bouchard qui était le chef d'opposition en Chambre. Bouchard était député de Saint-Hyacinthe. En fait, il n'est pas exagéré de dire que si le gouvernement Godbout avait continué, la fameuse Révolution tranquille, on l'aurait eue dans les années 40 au lieu de l'avoir dans les années 60. En fait, vraiment, le gouvernement libéral s'en va dans une ligne de plus en plus de laïcisation. Si Godbout avait été réélu en 44, probablement que l'État se serait emparé du domaine de l'éducation et aurait laïcisé là, bien avant les années 60. Dans ce sens, le retour au pouvoir de Duplessis aura retardé la Révolution tranquille de 15 ans. Le Canada est donc en guerre. Nous avons la seconde crise de la conscription. En 1940, il y a des élections fédérales et Mackenzie King fait une promesse formelle aux Québécois, il n'y aura pas de conscription. Les libéraux remportent la très grosse majorité des comtés dans la province. En fait, le gouvernement canadien avait imposé le service militaire obligatoire dès 1940, mais la conscription pour service outre-mer n'était pas obligatoire. Donc, quelqu'un qui était appelé à servir dans l'armée signait soit comme volontaire pour service outre-mer ou simplement pour service au pays. Camille Lien-Houde, le maire de Montréal, prend ouvertement position contre la conscription et encourage les gens à désobéir à la loi de l'enregistrement. Parce que, comme en 1917, il fallait enregistrer tout le monde, le gouvernement n'avait pas, à ce moment-là, des listes de citoyens qui lui permettaient d'appliquer la conscription facilement. Alors, donc, Houde encourage la désobéissance à la loi. Il est arrêté par la GRC et il va être emprisonné dans un camp à Peterwawa, en Ontario, jusqu'en 1944.
Une autre personne est arrêtée à peu près en même temps que lui, et c'est Adrien Arcan, le chef du Parti fasciste canadien. En 1942, les pressions sont de plus en plus grandes pour que le gouvernement adopte la conscription. King a décidé de mettre sur pied une grande et puissante armée. Ça prend du monde. Au Canada anglais, on réclame de plus en plus l'imposition de la conscription. Mais King est lié par sa promesse de 1940. Alors, il décide de faire un référendum national où il demande aux Canadiens, acceptez-vous de me délier de tout engagement qui aurait pu être pris dans le passé quant à la question de la conscription. Alors, c'est très curieux parce que la promesse avait été faite uniquement au Québec et King demande à tout le Canada de le délier de sa promesse faite au Québec. Le résultat va être évidemment le suivant. Les Canadiens anglais vont voter massivement pour le oui, alors que les Canadiens français vont voter massivement pour le non. En fait, si on prend les Canadiens français du Québec, on peut dire qu'à peu près 90% des gens ont voté non lors du référendum de 42. Mais globalement, ça donnait une majorité d'environ, je pense, 65% en faveur du oui. Donc, King se considère délié par le vote canadien-anglais de la promesse qu'il a faite aux Canadiens français. Évidemment, il y a une réaction politique importante au Québec. Ernest Lapointe, qui s'était engagé lors des élections de 39 à empêcher la conscription, heureusement, il est mort en 1941. Alors, donc, il n'a pas eu à assister à la trahison de son chef King. Si Lapointe avait vécu, on peut supposer qu'il aurait démissionné et qu'il aurait pris la tête du mouvement anticonscriptionniste au Québec. Il était suffisamment honnête pour ça. Il y a d'autres ministres libéraux, notamment Cardin, député de Sorel, qui va démissionner et qui va faire campagne contre le gouvernement King. Pendant le référendum, on avait mis sur pied la Ligue pour la défense du Canada, qui militait en faveur du non. Cette Ligue pour la défense du Canada était, à toute fin pratique, un mouvement politique uniquement québécois. Son programme avait été rédigé par Lionel Groulx, et le chef était Maxime Raymond, un député libéral plutôt indépendant. Il était député de Beauharnois et qui avait quitté le caucus libéral parce qu'il s'opposait à la conscription. La Ligue pour la défense du Canada va se transformer en parti politique qui va s'appeler le Bloc populaire. Alors, en 1942, on a la création d'un parti politique qui a à la fois une aile fédérale et une aile provinciale. Alors, le parti est contre la conscription, mais le Bloc populaire a également tout un programme social qui ressemble pas mal à celui de l'Action libérale nationale. En fait, il y a beaucoup de gens de l'Action libérale nationale qui vont se retrouver dans le Bloc populaire, comme par exemple Philippe Hamel, René Chaloux, Paul Gouin lui-même vont rejoindre ça. Ces gens-là voulaient prendre leur revanche contre Duplessis et vont décider de créer une aile provinciale du Bloc populaire. Ça a été une erreur, parce que le Bloc populaire aurait pu devenir l'aile fédérale de l'Union nationale. Duplessis a fait des démarches pour faire une alliance avec les gens du Bloc populaire, se disant, moi je suis au provincial, vous autres vous êtes au fédéral. En fait, ça aurait été un peu comme le Bloc québécois à l'heure actuelle, qui est l'aile fédérale du Parti québécois. Maxime Raymond, le chef du Bloc populaire, était plutôt favorable à cette idée-là, mais malheureusement, les anti-duplessistes fanatiques, comme Gouin, Hamel, aussi André Laurando, qui se joint à eux, vont s'y opposer, vont décider de mener la lutte sur les deux plans. À ce moment-là, Duplessis n'aidera pas le Bloc québécois au niveau fédéral et cette expérience va se terminer en cul de poisson. En fait, le Bloc populaire va faire élire aux élections provinciales de 1944 4 députés. André Laurando était son chef. Pour ce qui est des élections fédérales, ils vont gagner une élection partielle, mais aux élections de 45, finalement, il y a seulement 2 deux candidats du Bloc populaire qui vont se faire élire et dans les années suivantes, ce parti-là va disparaître. Il faut dire que Mackenzie King
a très bien manœuvré pendant la crise de la conscription. Contrairement à Borden, contrairement au conservateur Borden lors de la Première Guerre mondiale, King va réussir à passer à travers cette crise-là sans brûler son parti au Québec. King était un fin renard. Et il va appliquer, il faut dire que la conscription a été appliquée de manière beaucoup plus modérée dans la Deuxième Guerre mondiale que lors de la Première. Il faut dire également que les Québécois étaient moins hostiles à la conscription en 42 qu'en 17. Bon, sur le plan politique, c'est vrai que tous les hommes politiques étaient, ou presque, étaient contre la conscription au Québec, mais en réalité, dans l'ensemble de la population, ça choquait moins que ça avait choqué en 1917. Comment expliquer ça? Je pense qu'il y a peut-être plusieurs facteurs. D'abord, c'est que la guerre nous avait sorti de la crise économique. Alors, beaucoup de gens se disaient, bon, dans le fond, la conscription, c'est un peu le prix à payer pour le retour à la prospérité. Deuxièmement, il faut savoir que c'est habituellement les populations rurales qui sont hostiles à la conscription. Les populations urbaines sont plutôt favorables. Lors de la Première ou lors de la Deuxième Guerre mondiale, regardez par exemple les jeunes qui s'engagent volontairement dans l'armée, c'est des jeunes qui viennent des villes. Les jeunes qui viennent des campagnes sont beaucoup plus réticents. Or, en 1942, le Québec est beaucoup plus urbanisé qu'il ne l'était en 1917. C'est peut-être un facteur qui explique. Et finalement, peut-être que le Québec de 1942 est plus intégré à l'ensemble nord-américain que le Québec de 1917. Alors, les États-Unis étaient en guerre, le Canada est en guerre, tout le monde occidental est en guerre. Le Québec se sent peut-être davantage partie de ce bloc-là et s'oppose moins à la participation à la guerre qu'il ne l'avait fait en 1917. Pendant ce temps-là, l'Union nationale est dans l'opposition. Et quand un parti perd des élections, le leadership est habituellement contesté. Et effectivement, il va y avoir à un moment donné un certain complot pour renverser Duplessis comme chef de l'Union nationale. La principale chose qu'on lui reprochait, c'était de boire de manière excessive. Et là, on voulait le remplacer par Paul Sauvé. Paul Sauvé qui était un très jeune député. Paul Sauvé, d'ailleurs, Paul Sauvé était officier de l'armée de réserve dans l'entre-deux-guerres et quand le Canada va rentrer en guerre, il va aller servir. Il a été major dans le régiment des fusiliers Mont-Royal. Il va se battre en Europe, tout ça. Et même s'il gardait son poste de député. Alors lui, il était en Europe, mais il y avait des gens ici au Québec qui complotaient pour le mettre chef de l'Union nationale à la place de Duplessis. Alors, sauf que ce n'ira pas tellement loin, cette contestation du leadership de Duplessis, et ça va avoir un effet bénéfique, c'est que, voyant ça, Duplessis va prendre la décision de cesser de boire complètement. Alors, ça va jouer un rôle, on est en 1943 à ce moment-là, il faut dire aussi que Duplessis avait été très malade, ses médecins lui suggéraient aussi de lâcher la bouteille. Et il avait déjà essayé à plusieurs reprises avant d'arrêter de boire. Il était toujours retombé. Mais là, quand il a vu que ça risquait de mettre sa carrière politique en danger, il s'est dit, j'ai deux passions. Alors, laquelle est la plus forte? La boisson ou la politique? Et il a décidé de choisir la politique. Par la suite, Duplessis va toujours avoir des caisses de jus d'orange dans son bureau. Parce que vous savez qu'un alcoolique qui arrête de boire doit toujours avoir un verre. Si c'est pas du jus d'orange, c'est du jus de raisin, de l'eau, n'importe quoi. C'est psychologique. Alors Duplessis va passer le reste de sa vie à avoir un verre de jus d'orange à la main, mais il ne retombera pas dans son problème. 1944, il y a des élections après 5 ans de gouvernement Godbout et l'Union nationale remporte 47 députés. Le Parti libéral, 37, le Bloc populaire, 4. Il y a un député socialiste qui se fait élire et aussi un député indépendant. Donc, l'Union nationale a une majorité, mais une majorité très, très faible. En termes de pourcentage de voix, les libéraux ont obtenu plus que l'Union nationale. Mais l'Union nationale a eu quand même une majorité parce que son vote était surtout dans les régions rurales.
Comme le vote libéral était plus concentré à Montréal et surtout parmi les anglophones de Montréal, ben, ça donnait beaucoup de voix, mais ça donnait peu de comtés. Et l'Union nationale va toujours bénéficier de ça. À 2 reprises, ils vont prendre le pouvoir en ayant finalement moins de votes que les libéraux. Ils l'ont fait en 1944, ils vont le refaire une deuxième fois en 1966. Alors le même, comme je dirais, le même jeu qui actuellement favorise le Parti québécois par rapport au Parti libéral, favorisait à cette époque-là l'Union nationale. Comment expliquer la défaite de Godbout? Bon, d'abord le fait qu'il apparaissait comme un vassal d'Ottawa, ça ne l'aidait pas. Les Québécois ont toujours aimé un chef qui était capable de tenir tête au gouvernement fédéral. Il semble que le vote des femmes a joué contre Godbout. Alors, Godbout a donné le droit de vote des femmes, droit de vote aux femmes, et les femmes ont voté contre lui. Pourquoi? Parce que, et ça, tous les sociologues le constatent dans tous les pays, le vote féminin a tendance à être plus conservateur que le vote masculin. Alors, comme le gouvernement Godbout était plus à gauche que l'Union nationale, les femmes semblent avoir penché plutôt du côté de l'Union nationale. Le vote rural a favorisé l'Union nationale. Duplessis semblait maintenant un chef politique plus sage, plus mature, plus fiable. Et il faut dire que l'Union nationale avait maintenant une organisation électorale très bien rodée, ce qui a sûrement joué un rôle. Duplessis va donc être premier ministre du Québec de 1944 à 1959. Robert Rumilly a écrit un livre, je crois que c'était en 1959, oui, c'était un peu avant la mort de Duplessis. Il disait « Le gouvernement Duplessis, 15 années de réalisation ». C'était le titre du livre. Alors, je pense que ça résume bien le régime Duplessis, des réalisations positives dans à peu près tous les domaines. Le deuxième gouvernement Duplessis a fait des réformes beaucoup moins hardies que le premier. Je pourrais pas vous nommer une liste de mesures législatives aussi impressionnantes que dans son premier mandat. La gestion va être beaucoup plus prudente, beaucoup plus conservatrice, mais ça va donner de meilleurs résultats. Le grand thème du gouvernement Duplessis va être la défense de l'autonomie provinciale. Après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement King convoque une conférence des premiers ministres à Ottawa qu'il appelle la conférence du rétablissement. Il fallait rétablir l'économie de paix. En fait, l'idée était d'appliquer les recommandations de la commission Rawls-Sirois et de développer au Canada tout un système de welfare state. C'était des grands programmes sociaux. On avait déjà le programme des pensions de vieillesse, le programme d'assurance chômage. Maintenant, on voulait développer le programme des allocations familiales, programme d'assurance maladie. Bref, le Canada embarque résolument dans la politique keynésienne. Alors, toutes les ressources financières qui avaient été utilisées pour l'effort de guerre, ben, Ottawa voulait les garder pour maintenant l'effort de paix et de prospérité. On avait mené la lutte contre l'Allemagne, maintenant on va mener la lutte contre la pauvreté, mais avec la même bureaucratie puis avec la même taxation. Ce que Ottawa propose, ça se résume à peu près ainsi. Ottawa dit aux provinces, laissez-nous le soin de percevoir tous les impôts au pays, et en échange, nous, on donne aux provinces des subventions pour qu'elles puissent répondre à leurs obligations. Alors, c'est très dangereux parce qu'il y a un principe, c'est que celui qui paye finit par contrôler. Alors, c'est comme ça que Duplessis l'a vu. Pour lui, l'autonomie provinciale nécessitait l'autonomie financière. Évidemment, l'argument qu'Ottawa employait était le même qu'il emploie encore aujourd'hui pour défendre toutes ses politiques centralisatrices. L'argument, c'est que les provinces au Canada il y a des diversités régionales et qu'il faut aider les provinces pauvres. Les provinces pauvres n'auront pas les moyens d'assurer à leurs citoyens tous les services que les provinces riches peuvent donner. Donc, c'est le rôle du gouvernement fédéral d'égaliser tout ça. Une tactique aussi du gouvernement fédéral, ça va être de financer directement des organismes malgré l'inconstitutionnalité. Par exemple, les universités, ça relève de l'éducation. Alors, l'éducation, ça relève des provinces.
le gouvernement fédéral va vouloir donner des subventions aux universités. Le gouvernement Duplessis va s'y opposer. Alors, le gouvernement fédéral va tout simplement adresser les chèques directement aux universités. C'est très difficile pour un recteur de refuser une grosse subvention sous prétexte que ça tombe que son université tombe sous l'article 92 de l'ANB plutôt que l'article 91. Alors ça va être une tactique habituelle du fédéral. Quand le fédéral a imposé les pensions de vieillesse, ça relevait de la juridiction provinciale, mais c'était tellement alléchant d'avoir des pensions pour les personnes âgées que finalement les provinces ont accepté. Ça va être la même chose pour l'assurance chômage, ça va être la même chose pour les allocations familiales, les subventions universités, les subventions aux municipalités. Bref, le fédéral centralise en achetant tout le monde. C'était déjà le cas en 1945, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais face à ça, Maurice Duplessis développe une doctrine autonomiste très cohérente. Voici quelle est sa politique constitutionnelle. D'abord, il soutient que la Confédération de 1867 était un pacte entre deux peuples fondateurs, ceux qui étaient niés par Ottawa. À Ottawa, on disait, à la limite, ça peut être un pacte entre des provinces, mais pas entre deux nations. Et même qu'en 1945, on nie même que ça puisse être un pacte entre des provinces. À Ottawa, on disait plutôt, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est une loi du Parlement impérial. Il n'y a eu aucun pacte qui a présidé à ça. Duplessis soutient que le gouvernement fédéral est l'enfant des provinces et que l'unité canadienne repose sur le principe de la souveraineté des provinces dans leur champ de juridiction. Pour lui, l'autonomie provinciale doit reposer sur l'autonomie financière. Il faut donc clarifier les champs de taxation et les champs de compétences législatives entre le fédéral et le provincial. Sur le plan plus pratique, Duplessis demande que le gouvernement fédéral se retire du champ des impôts directs qu'il a envahi au profit de la Deuxième Guerre mondiale, pas au profit plutôt, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale et aussi à l'occasion de la faiblesse du gouvernement Godbout. Pour Duplessis, le centralisme est synonyme de totalitarisme. Il dit qu'est-ce que ça nous donne d'avoir combattu le gouvernement totalitaire d'Hitler si on veut ensuite établir au Canada une centralisation qui va être tout aussi totalitaire. Pour lui, le modèle de fédéralisme, c'est le modèle américain. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand Duplessis arrivait lors des conférences fédérales provinciales, ce que lui appelait les circonférences fédérales provinciales, alors Duplessis arrivait avec des principes. Il disait, voici ce qu'est le Canada, voici ce qu'il devrait être. Alors que les premiers ministres des provinces anglaises, eux autres, étaient toujours prêts à réclamer une subvention pour ci, une subvention pour ça. Les premiers ministres anglais semblent toujours prêts à vendre leurs droits d'aînesse pour quelques avantages financiers. C'est logique, parce que, en fait, les premiers ministres des provinces anglaises n'ont pas d'intérêts nationaux à défendre. Ils ont des intérêts régionaux. Alors que l'autonomie provinciale pour le Québec, c'est beaucoup plus grave, c'est une question de survie nationale. Alors c'est pour ça que Duplessis va toujours avoir de la difficulté à se faire comprendre par les premiers ministres des autres provinces. En fait, les questions fondamentales se résument ainsi. Le Québec est-elle une province comme les autres? Duplessis dit non. À Ottawa, on dit oui. Ensuite, le Canada est-il plus que l'ensemble des provinces? Duplessis dit non. Le Canada est le fruit de l'ensemble des provinces. À Ottawa, on dit le Canada est au-dessus de l'ensemble des provinces. Le Canada, c'est le peuple canadien. Ce n'est pas simplement une alliance des peuples de 10 provinces. Remarquez que le débat est encore actuel aujourd'hui. Quand vous avez des conférences fédérales provinciales, peu importe que ce soit les péquistes ou les libéraux qui soient au pouvoir à Québec, la discussion achoppe toujours là-dessus. Pour Ottawa, le pays, c'est le Canada, puis pour Québec, le pays, c'est le Québec. Duplessis n'a jamais eu de tendance séparatiste. Ça, c'est certain.
Par contre, à certains moments, il évoquait la possibilité du retrait du Québec de la Confédération. Mais voici quel était son argument. Il disait pas qu'il serait mieux que le Québec sorte du Canada. Il disait s'il venait, si on arrivait au point où les provinces anglaises considéraient que le Québec constitue un fardeau trop lourd pour la Confédération, il dit à ce moment-là, le Québec pourra se retirer de la Confédération. Donc, c'était une espèce, je dirais, de séparatisme passif, c'est-à-dire qu'on va sortir du Canada quand les Anglais vont nous mettre à la porte du Canada. C'est pas qu'il considérait le séparatisme comme un bien en soi. Mais au moins, il y a une chose de certaine, c'est que pour lui, le pays qu'il avait à défendre, c'était la province de Québec. C'était pas le Canada. En 1950, là, il y a une conférence strictement constitutionnelle où le gouvernement fédéral propose de rapatrier la Constitution et d'adopter une nouvelle formule d'amendement pour changer la Constitution. Donc, à ce moment-là, la Constitution canadienne est changée par un vote du Parlement d'Angleterre. On veut qu'elle soit rapatriée au pays, c'est-à-dire que ce soit le Canada qui a le pouvoir de changer la Constitution, mais là, on ne s'entend pas à savoir comment on va changer la Constitution. Alors, il y a un blocage là-dessus. Le Québec veut absolument avoir un droit de veto et va appuyer le rapatriement seulement s'il y a d'abord un nouveau partage des compétences. Duplessis établit ça et ça a été la politique de tous les gouvernements du Québec jusqu'à ce qu'il y ait le rapatriement, mais unilatéral, fait par Pierre Elliott Trudeau en 1982. De 1945 à 1952, Duplessis n'est pas seul dans sa lutte contre le gouvernement fédéral. Le premier ministre d'Ontario, George Drew, et le premier ministre de l'Alberta, Ernest Manning, l'appuient. Les autres provinces sont plutôt favorables à Ottawa. Mais au fil des ans, le gouvernement fédéral signe des ententes particulières dans le domaine fiscal avec chacune des provinces. La dernière province qui résiste, c'est l'Ontario, qui signe une entente en 1952. Donc, le Québec se trouve isolé. Il y a alors un affrontement très sévère entre Maurice Duplessis et Louis Saint-Laurent, qui est le premier ministre libéral du Canada. Or, Louis Saint-Laurent est un Québécois. Bon, il faut dire que Saint-Laurent était plus anglais que français. Son père était canadien-français, sa mère était irlandaise, mais lui-même avait été éduqué à l'école anglaise. Il était plus de mentalité, il était plus anglais que français, mais il était quand même québécois. Alors là, on a deux importants chefs politiques québécois qui s'affrontent. En 1954, se trouvant isolé, Duplessis décide d'adopter un impôt provincial sur le revenu. Donc, la province de Québec décide de taxer directement les salaires de ses citoyens. Alors là, les libéraux se réjouissent. Et ils disent, là, on va l'avoir aux élections. On va dénoncer la double taxation de Duplessis. Et effectivement, il y a des élections provinciales en 1956. Les libéraux provinciaux, dirigés par Georges-Émile Lapalme, espèrent bien emporter le morceau, et même que les ministres fédéraux font campagne aux côtés des provinciaux pour dénoncer l'impôt provincial. Mais Duplessis est réélu haut la main. Ce qui prouve que là, l'idée de l'autonomie provinciale était rendue très chère aux Québécois et que les Québécois étaient prêts à payer un impôt spécial pour défendre ce principe. Alors maintenant, le blâme de la double taxation ne reposait plus sur Duplessis, mais sur Saint-Laurent. Et là, en 1957, c'est des élections fédérales. Alors, entre-temps, Louis Saint-Laurent cède et accepte que l'impôt provincial soit déduit de l'impôt fédéral, jusqu'à concurrence de 10%. Donc, finalement, les Québécois ne se trouvaient pas à être taxés plus que les autres Canadiens, mais il y avait plus d'argent qui allait à la province qu'au fédéral. Ça a été une victoire considérable de la part de Duplessis, et c'est ça qui explique qu'encore aujourd'hui au Québec, il faut faire 2 rapports d'impôt, alors que dans toutes les autres provinces, il y a un seul rapport d'impôt à faire à Ottawa, parce que c'est le gouvernement fédéral qui perçoit les impôts pour les autres provinces. Mais le Québec, lui, veut les percevoir lui-même, question de défendre son autonomie. Duplessis, je vous ai dit que Duplessis n'était pas nécessairement très natif du texte français des lois sur le texte anglais, et encore il l'avait retiré un an après à la suite des protestations de la presse anglophone.
Mais dans son autre mandat, à partir de 45-46, là, Duplessis va se rallier les nationalistes. Il s'est rallié avec deux choses. D'abord, la politique d'autonomie provinciale, qui devient presque un dogme intangible dans la vie politique québécoise. Et deuxièmement, par l'adoption d'un drapeau spécifique pour le Québec. Le 21 janvier, Duplessis fait hisser sur la tour du Parlement à Québec le fleur de lysée. Alors ça, c'était une vieille revendication des nationalistes depuis une vingtaine d'années à peu près. Le député indépendant René Chaloux, à chaque session, présentait une motion pour adopter un drapeau. Alors le 21 janvier, comme à chaque année, il devait présenter sa motion. Alors là, Duplessis le prend par surprise en lui disant qu'il y a déjà un drapeau spécifiquement québécois qui flotte sur la tour du Parlement. Alors ce drapeau était très beau. C'est le plus beau drapeau au monde. Et ça, je dis ça en toute objectivité. Parce que c'est un drapeau qui symbolise l'ancienne France, la nouvelle France, avec la croix blanche au milieu, les lys royaux et le bleu azur. Il faut dire qu'à ce moment-là, le Canada n'a pas encore de drapeau. Le drapeau officiel du Canada, ça reste l'Union Jack. Donc avant le fleur de lysée, là, le 20 janvier 48, c'était l'Union Jack qui flottait sur le Parlement de Québec. Le Canada va adopter son drapeau actuel, l'unifolié, seulement en 1965. Duplessis était très habile. Il craignait un peu la réaction des anglophones à l'adoption d'un tel drapeau. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir George Marler, qui était le chef de file, c'était un député libéral, il était le chef de file de la communauté anglo-québécoise, pour avoir son appui par rapport au drapeau. Alors, il y a eu une espèce d'échange, c'est-à-dire que si Marler ne s'opposait pas à l'adoption du drapeau québécois, en échange, Duplessis lui promettait de lui concéder une quelconque revendication qui serait intéressante pour les Anglo-Québécois dans l'avenir. Alors, Duplessis s'était assuré qu'il n'y ait pas trop de réactions hostiles. En fait, il n'y aura aucune réaction hostile à l'adoption du drapeau québécois, sauf de la part des Canadiens français gauchistes et anticléricaux, qu'eux autres trouvaient que c'était scandaleux de faire référence à la Nouvelle-France parce que c'était une époque d'obscurantisme Louis XIVien. Bon, enfin, vous pouvez imaginer le discours. Il va y avoir, entre autres, un conseiller législatif libéral qui va faire de grands discours contre le drapeau du Québec, mais il était plutôt isolé. Quoi qu'il en soit, l'adoption du drapeau du Québec, qui était bleu, couleur de l'Union nationale, comme par hasard, va aider beaucoup aux élections de 1948. Et en 1948, c'est un triomphe magistral. L'Union nationale remporte 82 comtés, les libéraux 8, et il y a un indépendant, qui est en fait René Chaloux, contre qui l'Union nationale n'avait pas présenté de candidat. Les 8 libéraux sont élus dans des comtés où le vote anglophone était très important. Godbout est défait dans son propre comté. En fait, le Parti libéral ressemble de plus en plus à un parti d'anglais. En 1957, il y a un rapport qui est déposé, le rapport Tremblay, qui élabore toute la politique constitutionnelle qui va être suivie non seulement par le gouvernement Duplessis, mais également par tous les gouvernements du Québec par la suite, Lesage, Johnson, Bourassa, et même les gouvernements du Parti québécois, là, dans la mesure où ils adoptent une politique constitutionnelle dans le cadre du fédéralisme. Duplessis défendait également les valeurs traditionnelles du Québec, il défendait le rôle social du clergé. Il disait que nous avions le meilleur système d'éducation au monde. Par la suite, on l'a bien ridiculisé à cause de ça, mais je pense qu'il avait fort probablement raison. Dans les années 50, notamment les écoles techniques au Québec étaient de première classe et on venait du monde entier étudier notre système d'éducation. Les universités vont se développer beaucoup dans les années 50. On assiste notamment à la fondation de l'Université de Sherbrooke. Et ça va être surtout un gros développement au niveau de l'école primaire. En fait, le problème d'analphabétisme qui existait avant Duplessis est réglé. En 1959, on peut dire que l'analphabétisme est en voie de disparition au Québec.
Quand il y a eu l'enquête parent dans les années 60, on a dit qu'il y avait un fort pourcentage d'analphabètes au Québec. C'est vrai, mais c'est des gens qui auraient dû faire leur école avant le gouvernement Duplessis, donc dans les années 30. Dans la jeune génération, ce problème-là était réglé. C'est aujourd'hui qu'il commence à réapparaître. En fait, ce qui a fait le succès de Maurice Duplessis, je pense, c'était que dans son style, dans son discours, il pouvait allier deux choses qui peuvent facilement être contradictoires. Il savait allier l'idée de la modernité sur le plan économique, sur le plan technique, l'industrialisation, l'urbanisation, tout en gardant les valeurs traditionnelles. Il ne faut pas oublier que dans les années 40-50, le Québec s'urbanise considérablement. Montréal grossit comme un champignon. Et qu'à ce moment-là, la plupart des électeurs québécois sont en fait des ruraux urbanisés depuis peu de temps. Donc, le grand succès de Duplessis, c'est qu'il pouvait tenir un discours qui rappelait à ces nouveaux urbains les valeurs rurales qu'ils avaient connues dans leur enfance, avec leurs parents ou avec leurs grands-parents. Alors, cette espèce d'équilibre, de passage entre la campagne et la ville, je pense que c'est ça qui a fait le succès électoral de Duplessis. Le régime Duplessis a également, c'est certain, été favorisé par la forte croissance économique qu'il y a eu dans l'après-guerre. La politique économique de Duplessis était une politique résolument capitaliste. Alors, il va ouvrir toutes grandes les portes du Québec aux investisseurs américains. C'est une des choses que on va lui reprocher, notamment que les nationalistes comme Lionel Groulx, qui était partisan d'un nationalisme économique, vont lui reprocher. Finalement, Duplessis, sur ce plan-là, va suivre la même politique qu'avait suivi son prédécesseur, Louis-Alexandre Taschereau. Cette politique d'ouverture aux investissements américains va s'appuyer également sur une politique d'équilibre budgétaire. En fait, sous le gouvernement Duplessis, les Québécois sont les moins taxés des Canadiens et la dette de la province de Québec est la moins élevée de toutes les provinces du Canada. Aujourd'hui, c'est radicalement le contraire. Les Québécois sont les plus taxés et la dette est la plus élevée. Onésime Gagnon a été le ministre des Finances de Duplessis dans son deuxième gouvernement et c'était le premier Canadien-Français à être ministre des Finances au Québec. Donc là, Duplessis va rompre avec la tradition de nommer un Anglais aux finances. Et il faut dire que Onésime Gagnon a fait un excellent travail. Le développement économique le plus spectaculaire qui s'est fait sous le gouvernement Duplessis, ça a été le développement des mines de fer du Labrador, dans la région de Chatterville. Les adversaires de Duplessis vont critiquer beaucoup ce projet, même qu'à un moment donné, ils vont lancer le slogan que Duplessis vend notre fer aux Américains à 1 cent la tonne. Alors, c'était complètement faux. C'est tout simplement un slogan électoral qui a été utilisé par les libéraux lors des élections de 1956 et qui ne tenait pas compte du tout de tous les investissements que la compagnie, qui était la compagnie de l'Iron Ore, avait fait pour développer le projet en question. En fait, pour développer les mines de fer, il fallait d'abord construire un chemin de fer entre Shefferville et Bécomo. Et ce chemin de fer-là va être construit uniquement avec des fonds privés par la compagnie. Et c'était la première fois au Canada où un chemin de fer était développé sans subvention gouvernementale. Alors même si par la suite, la compagnie pouvait avoir le fer sans payer beaucoup de redevances, il faut dire que le gouvernement était largement gagnant du fait qu'il n'avait pas eu une scène à débourser pour la construction du chemin de fer en question. En fait, le contrat était très avantageux malgré ce que la propagande libérale a voulu faire. En 1949, il y a eu une importante grève à Asbestos dans les mines d'amiante. Alors, cette grève d'asbestos a marqué l'imaginaire québécois de plusieurs manières. Ça a été présenté par les
gagnants de la Révolution tranquille, notamment par Pierre Elliott Trudeau, comme étant le début de la lutte contre l'oppression tyrannique de Duplessis. Alors, on présente la grève de l'amiante comme étant un signe avant-coureur de la Révolution tranquille. Remarquez que c'est pas tout à fait faux. La grève de l'amiante a joué un rôle assez important dans l'évolution du Québec. Voici de quoi il s'agissait. Il s'agit en fait de situer les choses dans leur contexte, dans le contexte de la lutte entre les syndicats catholiques et les unions internationales. Au Québec, à ce moment-là, il y a deux familles de syndicats. Il y a les unions internationales qui se rattachent aux grands syndicats américains et qui sont plutôt de gauche, parfois même de tendance communiste. Et il y a les syndicats catholiques qui devaient être, eux, des propagateurs de la doctrine sociale de l'Église. Le syndicalisme catholique est apparu au Québec dans les années 1920 et avait pour but de lutter contre les unions internationales à cause de leur socialisme. Mais le syndicalisme catholique ne donnera pas les fruits attendus. En fait, le syndicalisme avait pour but de défendre la doctrine de l'Église contre le socialisme. Il semble que le syndicalisme catholique va plutôt être la porte d'entrée du socialisme dans l'Église. Et c'est ce qui va arriver lors de la grève d'asbestos. En fait, le syndicat qui se rattachait à la Confédération des travailleurs catholiques du Canada voulait montrer qu'il était capable de tenir tête au patron et au gouvernement Duplessis autant que les unions internationales. Donc, la grève d'asbestos a été essentiellement une grève politique commandée de Montréal par les chefs Picard et Marchand, Jean Marchand, qui va devenir par la suite ministre dans le gouvernement Trudeau. Et c'était essentiellement pour régler des comptes avec l'Union internationale. C'est que le syndicat des mineurs d'asbestos menaçait de quitter la CTCC pour passer au syndicat américain. La plupart des évêques voyaient le problème et ont compris que l'enjeu de la grève d'asbestos était la survie du syndicalisme catholique. C'est pour ça que la plupart des évêques vont appuyer les grévistes d'asbestos, mais pas pour les mêmes raisons. Vous avez un évêque de gauche, comme par exemple Monseigneur Charbonneau, archevêque de Montréal, qui, lui, approuve les grévistes parce qu'il est de gauche. Mais au contraire, il y a un évêque de droite, comme Monseigneur Courchaine, évêque de Rimouski, grand ami de Duplessis, qui va dire à Duplessis de faire certaines concessions dans cette grève-là pour sauver le syndicalisme catholique. Alors donc, même si tous les évêques ont appuyé les grévistes, donc si tous les évêques semblent s'opposer à Duplessis, en réalité, c'était pas pour les mêmes raisons. Il faut dire que la grève d'asbestos était une grève illégale et qui a été très violente. Il y avait 52 policiers provinciaux qui étaient là et un certain nombre d'entre eux vont être pris en otage, vont être sévèrement tabassés. Les briseurs de grève, les scabs, c'est-à-dire ceux qui acceptaient de travailler malgré l'ordre de grève, pourtant c'était une grève illégale, je le rappelle, alors eux autres aussi ont été très souvent tabassés. Alors vous savez ce que c'est, les questions syndicales, d'habitude, ça se règle à coups de bâton et de gros bras. Mais c'est que toute cette violence-là était télécommandée à partir du presbytère d'un curé, le curé Camiran. Alors, les syndicalistes se réunissaient, enfin les syndicalistes, je m'excuse, les fiers à bras qu'on amenait de Montréal et qui devaient casser la gueule des autres, se réunissaient dans le sous-sol de l'église. Et même que, quand ils vont prendre certains policiers en otage, les armes des policiers vont être retrouvées par la suite, à quel endroit? Au presbytère. Alors, vous voyez, là, il y avait un curé qui, finalement, passait carrément dans le camp de l'illégalité et avec, finalement, l'appui plus ou moins éclairé d'à peu près tous les évêques au Québec. Alors bon, les 52 policiers vont se faire tabasser un petit peu, mais évidemment, là, la police provinciale va arriver avec des renforts, va réussir à rétablir l'ordre. La grève va durer très longtemps. Le 1er mai 1949, Monseigneur Charbonneau, l'archevêque de Montréal, fait un sermon favorable
aux grévistes. Et il tient un discours de lutte des classes. Puis le 1er mai, je vous rappelle que c'est la fête du communisme international. Et à moins que je ne m'abuse, vous me corrigerez, Monsieur les abbés, je pense qu'en 1949, ce n'était pas encore la fête de Saint-Joseph, patron des ouvriers, Saint-Joseph artisan. Je pense que c'est Jean 23 qui a fait ça, cette fête-là. Enfin, peu importe, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'archevêque de Montréal tient un discours qui est carrément un discours de la lutte entre le capital et le travail. Donc, il adopte un discours de type marxiste. Finalement, la grève va se régler par un arbitrage. Le syndicat n'obtiendra pas tellement plus que ce que la compagnie offrait au départ. L'enjeu était, comme je vous l'expliquais, beaucoup plus une question politique qu'une question vraiment de salaire ou de conditions de travail. Mais la grève de l'amiante marque un virage à gauche du syndicalisme catholique et aussi d'une grande partie du clergé. On assiste à ce moment-là à un conflit idéologique net entre Monseigneur Charbonneau, archevêque de Montréal, qui est à gauche, et Monseigneur Courchaine, qui est à droite. Sur le plan intellectuel, il y a le père Georges-Henri Lévesque, dominicain, qui enseigne à l'Université Laval et qui est nettement de gauche, et s'oppose à lui le jésuite Émile Bouvier, qui enseigne à l'Université de Montréal. Les deux parlent de la même chose, c'est-à-dire la question des relations ouvrières. Mais l'un adopte un discours de plus en plus marxiste, alors que l'autre reste dans la ligne de la doctrine sociale de l'Église. À ce moment-là, il y a un professeur du grand séminaire de Montréal, l'abbé Édouard Gagnon, qui est actuellement le cardinal Gagnon, le même cardinal Gagnon qui a fait une enquête sur Écône en 1987, je crois. Alors, Édouard Gagnon écrit une lettre à Duplessis pour le mettre en garde contre les marxistes qui s'infiltrent de plus en plus dans le clergé au Québec. En 1950, Monseigneur Charbonneau démissionne de son poste d'archevêque de Montréal. Rome le force à démissionner. Alors là, c'est bâti la légende à l'effet que c'est Duplessis qui avait obtenu de Rome le limogeage de Monseigneur Charbonneau comme vengeance à sa participation pour la grève d'asbestos. Cette légende-là va être notamment propagée par Renaud de la Pointe, une journaliste qui va finir sénatrice libérale un peu plus tard, nommée par Trudeau, et qui avait écrit un livre à l'époque qui s'intitulait L'affaire Charbonneau. Il y a également une pièce de théâtre qui a pour titre Charbonneau et le chef, qui a été faite par un auteur de Toronto, qui met en scène ce conflit entre Monseigneur Charbonneau et Duplessis. En fait, en réalité, Duplessis n'a certainement rien à voir avec le limogeage de Monseigneur Charbonneau. Lionel Gros, dans ses mémoires, explique bien l'affaire Charbonneau et il dit que le sort de Monseigneur Charbonneau avait déjà été décidé à Rome avant la grève de l'amiante en 1949. En fait, il semble que dès 1946, le cas de Charbonneau était réglé. On était pour exiger sa démission. Celui qui a obtenu ça de Rome, c'est le cardinal Villeneuve. C'est pas Monseigneur Courchaine, comme le disait Renaud de la Pointe, c'est pas non plus Duplessis. C'est le cardinal Villeneuve qui, un peu avant sa mort, en 1947, avait fait un rapport à Rome sur l'état de l'Église canadienne et signalait le grave problème que posait Monseigneur Charbonneau. Or, quel était le problème que posait Monseigneur Charbonneau? Monseigneur Charbonneau était un franco-ontarien. Alors, il avait déjà été évêque d'un diocèse en Ontario. On le nomme évêque à Montréal. Et là, il se met à dos tout le clergé nationaliste de la province. On peut dire qu'à l'époque, quasiment tout le clergé était nationaliste. Pour Monseigneur Charbonneau, la solution au problème du Québec, c'est le bilinguisme intégral. Alors, il préconisait de transformer le système d'éducation dans son diocèse en école bilingue intégralement. Même l'Université de Montréal devait devenir, pour lui, une université bilingue. En fait, il disait que les Québécois devaient adopter la même attitude que les Franco-Ontariens, qui était une attitude de bilinguisme intégral. Or, on sait qu'en Ontario, le bilinguisme intégral a tout simplement été une voie vers l'assimilation.
Mais il n'y avait pas rien que ça comme problème avec Monseigneur Charbonneau. C'est que Monseigneur Charbonneau appuyait ouvertement le CCF, le Commonwealth Confederation Party, qui était le Parti socialiste du Canada, alors que ce parti avait été condamné par les évêques du Québec en 37 ou 38. Lui, il l'appuyait ouvertement. Et Lionel Groulx, dans ses mémoires, raconte une séance qui avait lieu dans un presbytère. Il nomme l'endroit, il donne la date. Alors, les références sont très, très précises. On est en 1943 et Monseigneur Charbonneau fait l'éloge de Staline devant les prêtres qui étaient alors présents. Alors, vous pouvez voir qui était Monseigneur Charbonneau. C'était finalement un évêque de Vatican II avant l'heure. En France, un évêque aussi à gauche à la même époque aurait à peu près passé inaperçu. Mais au Québec, le clergé restait quand même très conservateur et Monseigneur Charbonneau s'est mis tous les autres évêques à dos. À un moment donné, il refusait même d'aller aux réunions épiscopales. Il ne se présentait même plus. En plus, c'était un très mauvais gestionnaire. L'archevêché était endetté. Alors, pour toutes ces raisons-là, finalement, on a décidé de lui régler son cas et d'exiger sa démission. Alors maintenant, quelques mots sur l'intelligentsia anti-duplessiste. On peut dire que Duplessis avait obtenu un assez large consensus dans la société québécoise dans les années 50. Mais cependant, il y avait des gens qui lui étaient résolument et fanatiquement hostiles, et c'était un petit groupe d'intellectuels. Alors, ces intellectuels-là, on les retrouve surtout à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Ils fondent aussi à Montréal l'Institut canadien des affaires publiques et ils s'expriment dans le journal Le Devoir, la revue Cité libre, qui est une revue catholique de gauche, le pendant québécois de la revue Esprit d'Emmanuel Mounier en France, et Radio-Canada leur ouvre largement ses tribunes. Le chef de file de l'intelligentsia anti-duplessiste, c'est le père Georges-Henri Lévesque, qu'on a qualifié à juste titre de père de la Révolution tranquille. Le père Lévesque est un dominicain démocrate chrétien, très progressiste, très vaniteux et très naïf. Pour lui, l'Évangile se résume à la lutte des classes. Il était en faveur de la déconfessionnalisation des coopératives et des syndicats. Donc, il ouvrait la porte à l'idée de laïcisation. On commence par les coopératives, après c'est les syndicats, puis après ça va être les écoles. Il considérait qu'il fallait séparer au Québec l'idée du catholicisme de l'idée du nationalisme. Là-dessus, il était absolument contraire à la position de Lionel Groulx. Et il va siéger comme membre de la commission Massé, une commission d'enquête du gouvernement fédéral sur les sciences, les arts et les lettres au Canada. Alors, cette commission préconisait, entre autres, un élargissement de la juridiction fédérale dans le domaine des universités. Alors, donc, le père Lévesque se trouve à être un ardent centralisateur. À la Faculté des sciences sociales, il y a un de ses disciples qui était également professeur et qui s'appelait Maurice Lamontagne et qui va devenir le lieutenant québécois de Pearson à la fin des années 50 et qui va être aussi un partisan de la centralisation à outrance. Le premier ministre Saint-Laurent a même offert au père Lévesque un siège au Sénat. Alors, c'est pour vous dire à quel point il était bien vu du Parti libéral. Mais il va le refuser parce que les évêques du Québec s'opposaient à ce qu'il accède au Sénat. Mais ça n'empêchera pas le père Lévesque d'être un rédacteur de discours pour Jean Lesage. Alors, après tout ça, il s'étonnait comment ça se fait que Duplessis ne l'aimait pas. Alors, il disait, c'est de l'intolérance, c'est du fascisme, c'est du fanatisme. On porte atteinte à ma liberté d'intellectuel en me critiquant. Mais allons donc, c'était carrément un partisan libéral. D'ailleurs, il faut le voir aujourd'hui, le père Lévesque, il est mort maintenant. Mais à la toute fin de sa vie, il fallait le voir. Il n'y avait absolument aucun crucifix sur lui, mais son ordre du Canada, elle était bien en vue, elle. Par la suite, le père Lévesque, après avoir fait autant de dommages au Québec, va s'en aller en Afrique. Il va fonder l'Université du Rwanda.
Et puis, il va former toute une génération de révolutionnaires marxistes au Rwanda. Il va appuyer la dictature de, je sais plus trop quel chef de tribu. D'ailleurs, il a été mis dans l'eau chaude à un moment donné par un reportage de Radio-Canada à ce sujet-là. Et finalement, il a joué un rôle très, très ambigu au Rwanda et on l'a accusé finalement d'être un des responsables du grand gâchis qu'il y a eu là et qui a encore actuellement, je pense que c'est pas terminé, la guerre interethnique du Rwanda. En fait, ça, il faudrait fouiller ça un peu plus. Et puis, bon, il y avait plein d'autres intellectuels anti-duplessistes. La plupart des noms vont jouer un rôle dans la politique dans les années 60 et 70. Le plus célèbre d'entre eux, c'est évidemment Pierre Elliott Trudeau, qui va être premier ministre du Canada. Mais il y avait aussi Gérard Pelletier, qui va être un de ses ministres, Pierre Laporte, les abbés Dion et O'Neill. O'Neill va être ministre dans le gouvernement de René Lévesque. En fait, il y a là toute une clique de gauchistes insignifiants et prétentieux qui vont faire beaucoup de dommages dans les décennies suivantes. Mais par contre, il y avait des intellectuels de très haut calibre qui étaient défenseurs de Duplessis. Parmi eux, Esdras Mainville et François-Albert Ranger, les grands économistes corporatistes. Le jésuite Richard Arès, qui a été le principal animateur de la commission Tremblay, qui était aussi le rédacteur en chef de la revue Relations et qui était un grand spécialiste du droit constitutionnel. Bon, je vous ai parlé de l'abbé Édouard Gagnon. Je pourrais nommer aussi Roger Duhamel, le grand écrivain, qui était le grand critique littéraire plutôt, qui était le directeur du Montréal Matin, un journal qui appartenait à l'Union nationale. Roger Lemelin, l'auteur du roman Les Ploufs, un célèbre rédacteur de téléromans aussi à Radio-Canada, qui était pour Duplessis. Le comédien et metteur en scène Gracien Gélina était favorable à Duplessis. Le jésuite Émile Bouvier, et on pourrait allonger la liste. Alors, ceux qui vous disent que du temps de Duplessis, il n'y avait que la grande noirceur, c'est qu'en fait, ils ne veulent porter l'éclairage que d'un seul côté de la barrière idéologique. Mais n'empêche qu'il faut dire que dans les années 50, la droite au Québec a perdu la bataille sur le plan intellectuel. Mais sur le plan politique, Duplessis est un chef incontesté. En fait, il n'y a plus personne qui est capable de lui tenir tête. Les chefs du Parti libéral, Georges-Émile Lapalme et Jean Lesage, sont des personnages très falots. Duplessis va réussir à se débarrasser de Saint-Laurent lui-même en appuyant le Parti conservateur de John Diefenbaker aux élections de 1958. Les conservateurs vont faire élire 50 députés sur 75. Alors donc, le Parti libéral, même au niveau fédéral, est balayé. Ses anciens ennemis comme Camillien Wood, Paul Gouin, René Chaloux finissent par se rallier à lui. Le seul jeune politicien ambitieux qui le menace encore ou qui pourrait éventuellement le menacer, c'est Jean Drapeau. Alors Jean Drapeau est maire de Montréal de 54 à 57 et on pense qu'il va peut-être créer une espèce de tiers parti sur la scène provinciale. Alors, l'Union nationale décide d'appuyer son adversaire Sarto-Fournier en 1957 et Drapeau est battu à la mairie de Montréal. Donc, on peut dire qu'en 1958, il y a un seul homme qui domine la politique au Québec, que ce soit sur le plan fédéral, provincial ou municipal, et c'est Maurice Duplessis. Certains ont voulu expliquer cette domination politique de Duplessis par le patronage de l'Union nationale. On a dit beaucoup de choses sur la corruption électorale au temps de Duplessis. En fait, il y a deux personnages qu'on accusait plus particulièrement, Gérald Martineau, qui était le trésorier du parti, et Joe Desbégin, l'organisateur en chef. En fait, c'est une légende qui, comme toutes les autres légendes anti-duplessistes, vient essentiellement du journal Le Devoir.